Bande passante, l'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Audrey Savournin. Le calme des ruelles, la vue dégagée sur la Méditerranée, les grues colorées du port industriel. Au premier abord, le quartier de Mourpiane, à 2 pas de l'Estaque, au nord de Marseille, a tout de la carte postale. Mais le cliché s'assombrit quand on prend conscience de l'ampleur de la pollution portuaire et quand les habitants égrènent la liste des décès de cancer. Ils ont peur pour leur santé, pour leurs proches, peur d'être les suivants. Car ils en sont persuadés, ce sont les émissions toxiques des bateaux amarrés un peu plus loin, en contrebas de leur maison, qui les tuent. Les grands navires en réparation, comme les paquebots de croisière en escale, dont les moteurs ne cessent de tourner. Mais si le lien de cause à effet est avéré, d'une manière générale, entre la pollution atmosphérique et certaines maladies, il est difficile à établir pour des cas individuels. D'où la nécessité d'une étude épidémiologique, autrement dit, un recensement des pathologies permettant d'évaluer leur fréquence et leurs origines potentielles, qui pourrait être lancé prochainement selon les informations de la Provence. De nombreux cancers causés par la pollution portuaire à Marseille, c'est le thème de ce nouvel épisode de Bande passante. Et à un moment donné, ça a explosé à cause de l'arrivée des bateaux de croisière, de façon quand même assez massive finalement. Et progressive, en 2-3 ans. En 4 ans, il est mort 9 personnes. 9 personnes. 4 ans. 9 personnes. Dans le chemin, là. Ici, chemin du Mozambique. Dans le chemin. Sur son bateau, oui. 2 cancers. Et tu te souviens, toi Celle que vous entendez interroger les riverains du quartier de Mourpiane dans cet extrait, c'est Delphine Tanguy. Elle est journaliste à la Provence, à Marseille, et écrit régulièrement des articles sur l'impact des polluants sur la santé. Elle s'est donc penchée cette fois sur les inquiétudes de riverains du grand port maritime de Marseille, atteints notamment de cancer, pour un dossier à paraître demain dans nos pages. Delphine, c'est vous qui avez initié cette rencontre ou ce sont les habitants qui vous ont sollicité ? Ce sont pour la plupart des gens que je connais depuis des années, dans le cadre de reportages qui avaient déjà trait à la dégradation de leur environnement dans ces quartiers du nord de Marseille. À la suite de la plainte déposée par 2 associations le 1er mars dernier, une plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui liée donc effectivement à la pollution portuaire, j'ai eu envie de revenir les voir et de discuter avec eux de ce quotidien affecté aujourd'hui par la pollution. C'est un sujet qui m'est cher depuis plusieurs années. J'ai suivi différents collectifs et différents groupes d'habitants sur l'ensemble de notre territoire qui pouvaient être eux aussi impactés par la pollution ou en tout cas les substances chimiques, comme par exemple les habitants de Fos-sur-Mer, donc dans la zone industrielle, les habitants du Vaucluse qui sont plus que d'autres affectés par les pesticides, ou par exemple les travailleurs des chantiers navals qui ont été affectés par l'amiante. Donc c'est une thématique qui est très forte sur notre territoire, qu'on a essayé d'explorer cette fois-ci du point de vue de la santé. Vous évoquiez la plainte contre X. Au-delà de cette plainte, qu'attendent les riverains ? Ce qu'ils attendent principalement, c'est qu'on les regarde et qu'on les entende et que les autorités de santé mènent une étude épidémiologique d'ampleur pour prendre vraiment la mesure de la façon dont les polluants peut-être affectent effectivement leur santé dès aujourd'hui, c'est-à-dire pouvoir dénombrer le nombre de cancers, de maladies chroniques de ce territoire pour vérifier si effectivement il y a une surincidence sur ces territoires du portuaire par rapport au reste de Marseille ou à d'autres villes du département. On écoute Michel, Stéphanie et Jean-Pierre qui vivent dans le quartier depuis des années. Bien entendu que ça va déterminer la pollution intense qu'on a, évidemment. On sait très bien d'où ça vient. Le problème, c'est que tant qu'on ne peut pas le prouver, qu'il n'y a pas d'enquête, pas d'études, on ne peut rien dire. Puis bon, après le corps médical aussi ne va pas s'aventurer à dire des choses, si ce n'est pas vérifié, je peux comprendre. Mais nous, moi j'en ai la ferme conviction de toute façon. Tout à l'heure on disait qu'il y avait 9 personnes, là, des gens jeunes en plus, qui sont morts de cancer des voies respiratoires. Là, chemin du Mozambique. Donc des gens qui habitaient à 100 mètres de chez moi. C'est insupportable.
J'ai des problèmes pulmonaires de tout, on va dire, qu'on va qualifier de chroniques. Là, récemment, j'ai des problèmes à la gorge aussi. Et c'est vrai que moi, j'ai remarqué en tant qu'enseignante que quand il y avait des pics de pollution, certains de mes élèves qui étaient déjà sensibles, qui avaient des fragilités pulmonaires, se mettaient à tousser très très fort avec des toux comme la coqueluche, des toux aboyantes. Après, ce qui m'a impacté aussi, c'est que j'ai perdu ma maman en 2015 d'un cancer à petites cellules. Et actuellement, j'ai la sœur de ma mère, donc ma tante, qui est en soins palliatifs pour le même cancer. Quand maman était hospitalisée, le pneumologue avait dit effectivement, ça c'est un cancer qui touche les femmes d'origine asiatique, puisque ma mère et ma tante sont d'origine asiatique. Qui touche énormément de femmes asiatiques, en Chine notamment, autour des usines qui polluent énormément, comme on le sait. Infirmières et aides-soignantes, elles étaient. Donc jamais travaillé dans des usines, jamais. Toujours vécu ici. Pour moi, la preuve est évidente. C'est-à-dire que j'ai attrapé un cancer des voies respiratoires, des amygdales, et cette maladie est intervenue au moment où il y a eu une recrudescence de l'arrivée des bateaux de croisière. En 2015, ça a commencé comme ça. Et à ce moment-là, moi j'ai eu cette maladie et autour de moi, d'autres personnes l'ont eu aussi, des amis. Et ensuite, on m'a dit que c'était un cancer des fumeurs. J'ai été fumeur il y a à peu près 40 ans, 50 ans, je fume plus quoi. J'étais un tout petit fumeur, mais c'est vraiment pas ça qui a pu provoquer. Et quand j'ai posé la question à mon médecin généraliste, celui qui me connaît bien, je lui ai dit est-ce qu'il y a une possibilité de faire une corrélation avec la pollution des bateaux? Il m'a dit oui, bien sûr, on peut la faire. Et j'ai dit est-ce que vous pourriez me faire un certificat en ce sens? Il m'a dit non, je ne peux pas, parce qu'il est probable que, mais je ne pourrais pas prouver que ça vienne de là. Et toutes les batailles sont menées pour qu'on puisse prouver. Mais pour moi, c'est une bataille qui n'a pas de sens, parce que tout le monde sait d'où ça provient, tout le monde sait les morts, les maladies, les gens qui habitent ici, tout le monde est au courant de ça. Cette étude épidémiologique, elle pourrait être lancée quand, dans quel cadre et sur quel périmètre ? Ça, pour l'instant, c'est difficile à dire. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, la ville de Marseille pousse l'État, via Santé publique France notamment, à engager rapidement une étude sur la frange littorale de Marseille. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a des chercheurs qui avaient déjà travaillé sur la zone industrielle de Fos et qui avaient permis d'être un peu lanceur d'alerte en fait sur cette exposition des populations aux polluants industriels, pourrait effectivement travailler sur la question à Marseille. C'est quelque chose qui pourrait s'engager, espèrent les riverains, d'ici quelques mois. Mais pour l'instant, on ne possède pas ce calendrier. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Ce qu'on peut attendre, c'est un regard scientifique, objectif sur un état sanitaire actuel de la population marseillaise et des riverains de la zone portuaire. On ne peut pas présager de ce que découvriraient donc des chercheurs associés à cette étude, mais ce serait un premier pas vers une prise de conscience de cet enjeu de santé publique. Ça peut être effectivement quelque chose qui, si les données sont pertinentes, quelque chose qui permettrait d'inciter les autorités à s'emparer du problème de façon plus proactive pour protéger la santé des habitants. Sensible à cette question, le maire de Marseille, Benoît Payan, avait lancé une pétition pour ne plus accueillir de bateaux de croisière lors des pics de pollution, pétition qui a recueilli 53 000 signatures. Il n'est pas normal qu'on puisse ici impunément polluer quand dans d'autres endroits de la planète, ça n'est plus possible. Et moi, je suis très fier de la mobilisation des Marseillaises et des Marseillais, des élus, des associations, des femmes et des hommes qui prennent conscience qu'on doit protéger la planète, qu'on doit protéger la santé des Marseillaises et des Marseillais. Il y a des gens capables de le faire. Il y a des entreprises vertueuses. Je pense à la CMA-CGM, je pense à la Méridionale, je pense à Corsica, qui font des efforts, qui électrifient le port, qui font attention à leurs bateaux. Et puis il y a ceux qui ne respectent rien. Ceux-là, s'ils continuent, ne sont plus les bienvenus. Un navire de croisière qui est moyen en taille
consomme 700 litres par heure quand il est à quai et 2000 lorsqu'il se déplace. Et il y a cette donnée qui fait peur, que chacun des bateaux de croisière flottants génère autant de pollution aux particules ultra fines qu'1 million de voitures. Cet accent italien, c'est celui d'Isabella Annesi Maesano. Elle est directrice de recherche à l'INSERM et professeure d'épidémiologie environnementale, spécialiste notamment des maladies allergiques et respiratoires, ainsi que de l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé, notamment pour ce qui est du soufre, de l'oxyde d'azote et des particules fines issues de la combustion du fioul lourd alimentant les bateaux. Les particules provoquent plusieurs problèmes de santé. Tout d'abord, les problèmes respiratoires comme l'asthme, la BPCO, c'est un mot savant pour dire la bronchopneumonie obstructive chronique, qui comprend la bronchite, l'emphysème, qui sont des termes un peu plus familiers, mais aussi d'autres pathologies respiratoires, par exemple la fibrose ou le cancer du poumon. Mais ce qu'on a compris depuis quelques années, c'est que finalement, plus elles sont fines, ces particules, plus elles pénètrent dans les voies aériennes et arrivent au bout du système respiratoire, là où il y a les alvéoles qui permettent les échanges gazeux, qui nous permettent de vivre. Et donc, quand elles sont ultra fines, elles franchissent cette barrière alvéolaire, elles se retrouvent dans la circulation du sang. Et elles arrivent dans tous les organes. Et ces particules, surtout quand elles sont au nombre important, engendrent une réponse inflammatoire qui est exagérée, qui est à l'origine ou qui contribue à l'aggravation de problèmes de santé. Alors, maladies cardiovasculaires comme les infarctus et les AVC, diabète, rhumatisme, maladies du sang, cancer, Alzheimer, Parkinson, autisme, la liste est longue et non exhaustive. Bien sûr, pour certaines pathologies, on a beaucoup plus de données, par exemple les respiratoires. Ça fait des années qu'on travaille sur le sujet. En revanche, pour d'autres pathologies, ça fait seulement 10 ans qu'on y travaille, donc il y a moins de données, mais les données sont là. Et pour certaines pathologies, on le voit très bien dans les modèles animaux. Parce que là, l'animal, il est soumis seulement à la pollution et on voit qu'il développe certaines pathologies. Ensuite, dans la vie réelle, c'est plus compliqué et aussi parce que les pathologies inflammatoires, l'asthme, la BPCO, le diabète, les maladies neurologiques, etc., ce sont des maladies multifactorielles. Il n'y a pas un facteur seulement qui a l'origine. Il y a une susceptibilité à développer la pathologie, parce que dans la famille, il y a eu déjà des cas, ce qui veut dire qu'il y a une prédisposition génétique. Et ensemble à d'autres facteurs, la pollution contribue à déclencher la pathologie. Ou aggraver. Aggraver, c'est très facile et c'est même très facile de montrer parce que voilà, la pollution varie et les asthmatiques, déjà asthmatiques, ils font une crise d'asthme. Mais c'est un facteur contributif important et sans ce facteur, il n'y aurait pas la pathologie. Pour la pollution des ports, là, il y a moins de données malheureusement. Et alors, il faut, notamment, ça serait très important qu'on fasse une étude en France, notamment il y a 2 ports qui sont à surveiller, Marseille et le Havre. Moi d'ailleurs je me suis proposée pour faire une étude parce qu'on dispose des données des émissions. Évidemment il faudra les voir ensuite les effets sanitaires en termes d'effets qu'on appelle à court terme et ce à long terme. Et pourquoi on ferait cette étude? Pour comprendre, bien sûr, pour mesurer, et puis parce que on peut
faire de la prévention. Électrifier les quais pour pouvoir couper les moteurs, filtrer l'air ou encore remplacer le fioul lourd par du gaz naturel liquéfié. On ne peut pas rester dans l'ignorance, il faut vraiment quantifier le risque pour ensuite prendre des décisions. Pour les riverains, la mise en œuvre de ces solutions relève désormais de l'urgence. Michel, Jean-Pierre et Stéphanie, que vous avez déjà entendus, l'expriment très clairement. Je vois pas pourquoi, en Europe du Nord, les choses se passent bien. Pourquoi ici, on ne pourrait pas le faire à Marseille ? Et on nous promène toujours avec des dates qui sont complètement surréalistes, mais vraiment, puisqu'on avait rencontré le port en 2012, en octobre, ça devait être le grand chantier de 2013. On est loin du compte. C'est pas normal que la santé des gens soit pas prédominante dans un choix comme ça. On ne peut pas continuer à tuer des gens. La crainte est constante parce que on constate tous les jours, chez nous, cette poussière noire qui se dépose partout. Et on sait que si elle se dépose partout, sur les fenêtres, sur les meubles, sur le sol, etc., elle se dépose aussi à l'intérieur de notre corps. Et j'ai un petit jardin, je pourrais faire pousser des tomates ou autre chose, mais je ne le fais pas parce que je ne veux pas manger les fruits et les légumes de mon jardin. J'ai un pamplemoussier, je pourrais manger les pamplemousses, mais je ne les mange pas. Il y a des tas de choses comme ça qui font qu'on vit dans cet esprit de pollution et de faire attention à tout ce qu'on peut pour minimiser l'impact que ça peut avoir sur nous. On a pensé à partir. Après, ça poserait aussi des problèmes au niveau de l'emploi. On a aussi des attaches très très fortes avec le quartier. On est quand même très proches. On est tous très liés. Et ce serait recommencer une nouvelle vie. Donc on est vraiment dans une position qui est effectivement difficile. Et après, nous on est là. Mes grands-parents ont acheté dans les années 50 ici. Pourquoi ce serait à nous de partir et pourquoi on devrait subir ça ? D'autant plus qu'il existe quand même maintenant des solutions. Donc pourquoi on attend et pourquoi on nous dit qu'on est en gros des capricieux, quoi. C'est traumatisant, voilà, c'est un réel traumatisme. Parce qu'on se dit que si on reste ici, il y a de fortes probabilités qu'on y passe. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Merci également aux habitants de Mourpiane pour leur témoignage, à Isabella Anesi-Mazeano pour son éclairage et à Delphine Tanguy pour sa participation. Ces articles seront à lire dans La Provence et sur laprovence.com dès demain. Vous y découvrirez également d'autres riverains inquiets dans le pays d'Arles cette fois, ainsi que des médecins lanceurs d'alerte à Avignon. Quant à Bande Passante, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau décryptage de l'actu locale sur laprovence.com, comme sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Deezer ou encore Spotify.